Merci de votre fidélité à Télé Sud et bienvenue dans cette édition. Depuis les phases, nous allons parler du Sénégal, de l'élection présidentielle sénégalaise dont le deuxième tour a lieu ce dimanche 25 mars. Et pour en parler sur ce plateau avec moi, plusieurs représentants à la fois de la classe politique et de l'élite sénégalaise en France. Tout d'abord, Meïssa Touré, qui est le commissaire politique du PDS, le Parti démocratique sénégalais en France. Bonjour Meïssa. Bonjour. Avec nous également sur le plateau, Cheikhna Camara, qui est à l'intérieur de la coordination, de la coalition Benno Ak Tanor France, le coordonnateur. Bonjour. Bonjour lui. Avec nous également Pape Kabo, qui est ancien directeur exécutif de l'URSS. l'URSS, c'est l'Union des ressortissants sénégalais de l'heure. Bonjour. Bonjour lui. Avec nous enfin Abdourahmane Koïta, qui est ici pour représenter, si je ne me trompe pas, la coalition Macky 2012. Ouais. Bonjour lui. Bonjour. Et merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation. J'espère qu'avec vous, nous arriverons à faire le point du premier tour déjà, puis après des enjeux de ce second tour. Déjà, sur le plan de la participation, il y a beaucoup de sérénité dans le camp de Macky, malgré qu'il ne soit pas arrivé en tête du premier tour. Oui, il y a beaucoup de sérénité. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a à peu près 50% de taux d'abstention. Donc, ce qui est un peu inquiétant. Donc, mais sinon, il y a de la sérénité au niveau du camp de la coalition Macky 2012. Mais cette coalition, elle est aussi partagée par le camp de Wade, qui ne s'estime pas vaincu. Pour l'instant, vous êtes arrivé en tête du premier tour. Vous pensez rééditer l'exploit au second? Non, ça, c'est avant sans dire qu'au second tour, Abdoulaye Wade sera première. Parce que malgré, au premier tour, avant le premier tour, malgré les pressions menées sur notre camp, malgré la campagne de dénigration, malgré les calomnies, malgré la pression internationale, le premier tour était un référendum du peuple sénégalais. Est-ce qu'Abdoulaye Wade doit être candidat ou pas? Le peuple a dit oui, Abdoulaye Wade doit être candidat. Non, c'est surtout, ce sont les juges qui ont estimé qu'il pouvait... Le premier tour, oui. Malgré les juges, parce qu'au-delà de la décision des juges, le peuple est souverain. C'est au peuple d'en décider. Très parce bien. que le peuple est au-dessus des lois. Maintenant, le deuxième tour, c'est toujours entre Abdoulaye Wade et l'opposition. Et nous pensons qu'avec ce tour vous avez 12 candidats contre vous, il y avait 14 au début. Il y a 50% des Sénégalais n'ont pas voté parce qu'ils avaient peur d'aller voter. Et au deuxième tour, Abdoulaye Wade sera premier. Très bien. Quelle est votre lecture, messieurs Cheikhna Camara? Oui, ma lecture, elle est simple. C'est-à-dire que le Sénégal a gagné quelque part une démocratie extraordinaire. Quand on pensait que le président sortant se disait qu'il allait gagner dès le premier tour avec 55%. Il l'a déjà fait en 2007. Il l'a déjà fait, mais avec des conditions qu'on connaît. À la fois deux volets importants, il y en a d'autres. C'est le volet d'abord de la corruption, mais aussi le volet de la manipulation au niveau du fichier électoral. Mais ceci dit, même au lendemain des résultats du 26 février, ils étaient prêts à rééditer le même comportement en disant qu'Abdoulaye Wade va gagner avec 55%. Heureusement qu'ils se sont aperçus que la démocratie sénégalaise est toujours en marche. Et par conséquent, si le président sortant est venu avec 34% et que Macky Sall est deuxième derrière, ça veut dire que les 13 candidats vont aller ensemble et je pense vont gagner ensemble, Inch'Allah. D'accord. Pape Kabo, vous êtes Sénégalais de l'extérieur. Oui. Vous avez suivi cela avec beaucoup d'intérêt puisque les Sénégalais de l'extérieur aussi peuvent voter. Comment est-ce que vous analysez déjà le premier tour et puis le report de voix éventuel au second? Merci, Louis, pour l'intérêt que vous portez à la situation politique au Sénégal. Je me réjouis de retrouver les frères et camarades sur le plateau. Cheikhna Camara, un grand frère que je connais depuis plus de 25 ans. Déjà, Meïssa Touré, commissaire politique du Parti socialiste, et Abdourahmane Koïta, que j'ai l'honneur aussi de rencontrer sur ce plateau. C'est bien que ça parte sur ce temps, parce que quand on est sur la fraternité, ça veut dire qu'on peut discuter. Absolument. que je félicite d'ailleurs, parce que tous les candidats qu'ils ont représentés ont fait des scores honorables. Mais ce sur quoi maintenant je pense que les Sénégalais et la classe politique de manière générale doivent faire le deuil, on ne peut plus gagner une élection au premier tour au Sénégal, c'est terminé. Donc cela, nous l'avons vécu en 2000, et 2007 a été une exception.
Donc cette exception-là, elle est terminée. Et je pense que tous les candidats, même ceux qui ont fait des scores inférieurs à 1%, avaient dit qu'ils allaient gagner au premier tour. C'est un slogan politique. Ce n'est plus possible cela. La préparation pour cette élection-là, depuis en fait le code électoral de 1993, 92 d'ailleurs, qui a permis aux Sénégalais de l'extérieur de pouvoir prendre part qui a été consensuel, qui a permis aux Sénégalais de l'extérieur de pouvoir prendre part au vote. Depuis cette époque, avant cette époque-là, les quelques responsables qui étaient basés en France retourner au Sénégal lors des élections pour battre campagne pour le candidat qu'ils soutenaient. À l'époque, ils n'étaient pas tellement nombreux. Certains étaient pour le Parti socialiste, d'autres pour le Parti démocratique sénégalais et quelques-uns encore qui battaient campagne pour le PIT à l'époque. D'ailleurs, c'était ces trois partis qui avaient investi dès que les Sénégalais de l'extérieur ont eu la possibilité d'être électeurs et qu'ils étaient aussi éligibles. Ce sont ces trois partis-là qui avaient investi des candidats. Donc le PIT, c'était Djibril Ba, Mamadou Dem et Ibrahim Ali. Le PDS avait investi donc le doyen qui a été d'ailleurs élu député. C'était le premier député issu des Sénégalais de l'extérieur que Maître Wade avait placé quand même en d'assez bonne position pour qu'il puisse siéger à l'Assemblée nationale. Et pour en revenir à ma question maintenant, quelle est votre lecture déjà de ce premier tour qui s'annonçait pas si évident que cela, et du second qui l'est encore moins? Oui, le premier tour, en fait, on a tous ces frémissements, toutes ces agitations qu'il y a eu, sont dues en fait au fait que nous étions très peu de Sénégalais à nous attendre à une nouvelle candidature de Maître Abdoulaye Wade. Même ceux qui étaient de son bord politique estimaient que cette fois-ci, il n'allait pas être candidat dans la mesure où lui-même nous l'avait annoncé. Donc, ce qui fait qu'on se préparait plutôt à voir un autre candidat issu des rangs du PDS le succéder. Malheureusement, dès 2009, donc, il y a eu une pression qui s'est faite sur lui qui a fini par convaincre Maître Wade d'accepter d'être candidat. À partir de ce moment-là, il y a eu ce débat dont tout le monde a eu l'écho, la classe intellectuelle s'est prononcée, les partis politiques aussi, pour finalement à ce que l'on arrive à ce que le Conseil constitutionnel valide la candidature de Maître Wade. Donc on a eu plusieurs étapes. L'avant-candidature de Wade, la candidature de Wade avec la validation par le Conseil constitutionnel et après la validation de la candidature de Wade, donc pendant la campagne électorale, et nous avons vu les différentes attitudes que les uns et les autres ont eues par rapport à cette candidature-là. Moi, je me réjouis en fait de l'issue du premier tour, parce que j'avais animé des conférences, et il y a la vidéo qui tourne sur le net, pour dire justement que le dernier mot reviendrait au Conseil constitutionnel. Bien que pour ce qui me concerne, je sois mis très mal à l'aise par le fait que Maître Wade ait dit qu'il allait déposer une candidature. Jusque-là, je disais que bon, il le dit pour motiver les troupes, pour que les ministres, les députés, pour que tout le monde se mette à travailler jusqu'à la dernière heure. Malheureusement, j'avais vu que la pression était très forte et il a fini par déposer un dossier qui a été une candidature, à mon sens, une candidature de trop. Cheikhna Camara, généralement on parle du bipolarisme dans le débat politique, et jusqu'à présent ce qu'on voyait c'était la possibilité d'avoir un PDS face au PS. C'était presque évident pour tout le monde. C'est pas ce qui s'est produit. Même quand on a fait la coalition Benno Siggil Sénégal, on s'attendait à ce que le candidat du PS, Tanor Dieng, soit le candidat de l'opposition. Cela ne s'est pas produit. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la configuration de la classe politique au Sénégal pour que ce bipolarisme-là ne marche plus? Écoutez, nous avons perdu au niveau de la gauche sénégalaise, des partis d'opposition sénégalaises, beaucoup de temps sur le candidat de l'unité et de rassemblement de la gauche. On a versé beaucoup d'encre sur ce problème, sachant que déjà il y a bon nombre... Pour vous, c'était un faux problème? Ce n'est pas un faux problème, mais c'est quelque chose qu'on savait d'avance qu'il y a 80% ou 90% de chances que ça ne réussisse pas. Et le président Macky Sall, il a tout de suite compris, il dit, moi, le candidat de l'unité et de rassemblement pour l'ensemble de la gauche, je n'y crois pas, c'est la raison pour laquelle moi je vais
aller en campagne. Et maintenant, en accord avec les Assises nationales du Sénégal, disent que le premier des candidats qui arrive de l'opposition, eh bien, on le soutiendra. Et manifestement, avec le travail qu'il a fait, nous avons tous fait, mais nous, au dernier moment, quand le Benno Siggil Sénégal a éclaté avec le Benno de Moustapha Niasse, avec le Benno de Benno Actanor au niveau du Parti socialiste qui regroupe quand même 34 partis d'opposition, nous savons que divisés, nous aurons du mal à pouvoir vraiment faire face à Abdoulaye Wade. Et ceci dit, le travail de Macky, bon, il a bien travaillé, il faut le reconnaître. Et par conséquent, il est aujourd'hui deuxième. Et nous, au niveau de l'opposition sénégalaise, sur les 14 candidats aujourd'hui, les 13 sont ensemble pour que Macky gagne le 25 mars. Ça, c'est extrêmement important. Mais pour en revenir vraiment à la configuration de la classe politique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve Tanor Dieng derrière Moustapha Niasse et surtout un parti socialiste qui n'est plus aussi puissant qu'il l'a été pendant les premières années? C'est le parti qui a quand même eu l'indépendance et qui a dirigé pendant une vingtaine d'années le pays. Oui. Pardon, autant pour moi, une quarantaine d'années. Deux facteurs importants, deux facteurs très importants. Au lendemain de l'alternance 2000, nous avons vu comment le Parti socialiste a pu, avec les transhumants qui se sont eus, pu construire un parti socialiste dont on sait que c'est un vrai parti politique au Sénégal. À savoir, voilà un parti qui soit géré par Léopold Sédar Senghor, qui soit géré par Abdou Diouf, qui soit géré aujourd'hui par Ousmane Tanor Dieng et demain par quelqu'un d'autre. On a toujours ce parti socialiste qui reste fort, qui est ancré dans la société sénégalaise. Le problème aujourd'hui, c'est que avec tout ce qu'on peut nous reprocher, les gens, j'avais dit reprocher à un camarade quelque part en disant, il faudrait que je te fasse une cassette de dire 40 ans, comme ça tu essayes de pouvoir ne pas répéter la même chose. Mais ces 40 ans, le Sénégal et reste encore une nation. Si aujourd'hui un nouveau président, aujourd'hui Abdoulaye Wade, demain Macky Sall, continue à c'est votre souhait que ce soit Macky Sall de l'ensemble de l'opposition et continue à faire fonctionner les institutions de la République du Sénégal, c'est que quelque part les fondements sont là. Et ces fondements ne datent pas d'hier ou d'avant-hier, ils datent justement de 40 ans. D'accord. Ouais. Juste une dernière question pour terminer. Est-ce qu'après cette élection, il ne serait pas judicieux, c'est prétentieux de ma part, hein, de faire revenir à la maison Moustapha Niasse? Alors, c'est ce que nous souhaitons tous, nous les socialistes, parce que Moustapha Niasse, moi, quand je suis venu il y a 20-25 ans, quand on a créé le Parti socialiste ici, on appelle l'amicale des travailleurs sénégalais, c'était sous la houlette de Moustapha Niasse. Donc, ce sont les responsables d'un grand parti comme Moustapha, comme Ousmane Tanor Dieng, comme tant d'autres. Je crois que malgré la génération qui doit tourner aujourd'hui la page, doivent rester des hommes et des femmes qui peuvent encore construire pour le Sénégal, et pas que pour le Parti socialiste, mais le Sénégal. Parce qu'en additionnant les voix 13 et 11, vous passiez quand même. Hein. Ça aurait fait un très bon score. C'est ça l'effet du Benno Siggil Sénégal, quand on savait, et on s'est pris trop tard, parce qu'à quelques semaines des enjeux, on se réunit autour d'une table, on dit finalement, bon, Benno a éclaté, il y a Benno Siggil Sénégal, il y a Benno Actanor, et j'en sais quoi, il y a Benno Tassar, etc., etc. Mais ça ne peut pas nous favoriser, ça ne favorisera pas, mais malgré tout, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les 13 partis, les 13 candidats aujourd'hui au Sénégal se retrouvent autour de Macky Sall pour que le 25 mars, on puisse changer définitivement avec ce règne de 12 ans. Oui. Pour revenir par rapport à la lecture au niveau du premier tour, j'aimerais apporter en fait 2 précisions. La première précision, au fait, je vais dans le sens de ce qu'il a dit mon camarade Cheikhna Kamara, c'est que le président Macky a eu deux visions importantes, en fait. C'est que il avait toujours dit que la candidature unique n'est pas une solution. Donc, il a toujours dit qu'il va faire, voilà, donc lui, il sera candidat. Au moins, ça, c'est clair. Ensuite, il y a un deuxième élément aussi qui prouve que le président Macky avait raison sur tout le monde, c'est qu'il avait dit qu'il y a 2 schémas. C'est-à-dire, soit on fait la violence pour faire partir Wade, parce qu'il a une candidature illégale, ou bien
il y avait l'autre schéma. On le bat dans les urnes. Voilà, on le bat dans les urnes. S'il refuse, on descend dans la rue. D'accord. Voilà, donc le président Macky, il a compris ça tout de suite. Donc lui, il a fait campagne. Et je pense que ça paye. Donc il est deuxième au niveau du classement. Ça, c'est très important. Par rapport à ce qu'il a dit, mon camarade Maïssa Touré, c'est que Wade a toujours dit qu'il va gagner au premier tour. Et pourtant, il n'a pas gagné au premier tour. C'est un coup de poker voilà. À chaque fois. Il n'a pas gagné au premier tour. Donc nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est que, comme il le disait en fait, Cheikhna Camara, c'est qu'il y a un référendum au niveau de ce second tour. C'est que tous les partis politiques de l'opposition et la société civile, à ne pas négliger la société civile, donc on fait un front républicain derrière la coalition Macky 2012 pour faire dégager Abdoulaye Wade. Donc non seulement sa candidature est illégale, et on va lui montrer que il partira à partir du 25 mars. Mais Issa Touré, vous êtes complètement défait ou vous restez optimiste en suivant tout ça? 12 candidats qui se mettent ensemble contre Abdoulaye Wade, toute la société civile, toute l'opposition, ça fait beaucoup de monde. Vous savez que la coalition Benno Yakar après Benno Bokk Yakar après Benno Siggi Sénégal, Benno Aktanor, Benno Tassaro, Benno Wayou. Maintenant, on est à Benno Bokk Yakar avec Macky. C'est une coalition hétéroclite, dangereuse pour le Sénégal. Parce que des gens qui ne peuvent pas... Faites pas peur aux électeurs. Non, attends, je vous dis, des gens qui ne peuvent pas s'attendre pendant 3 ans autour d'un homme, subitement, ils s'attendent autour d'Amacky Sall. Ça veut dire quoi? Que ce sont des gens affamés, des revanchards qui sont autour de Macky Sall. Des gens qui veulent coûte que coûte avoir le pouvoir. Je vous donne l'exemple d'Atanor. Il a dit, si je ne passe pas au premier tour, je vais céder ma place aux jeunes. Aujourd'hui, il parle de partenariat avec Macky Sall pour gagner ensemble, gérer ensemble. Donc, il s'agrippe au pouvoir. Donc, ça veut dire que ces gens ne s'intéressent pas aux souffrances des Sénégalais. Ces gens ne s'intéressent pas au développement du Sénégal, mais ils s'intéressent à leur poste et à des positions de pouvoir. Nous, en ce qui nous concerne, que ce soit 13 candidats, que ce soit la société civile, tous pareils. On dit verser, c'est renverser. C'est la même chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est au Sénégal. Et c'est un choix. Il ne faut pas que les gens oublient. On n'est pas en mathématiques que 2 plus 2 égale 1 plus 1 égale 2. C'est au Sénégalais de choisir entre 2 hommes. Abdoulaye Wade et Macky Sall. Mais entre nous, aujourd'hui, oui, j'ai bien entendu le raisonnement. Mais quand le président Wade dit j'ai besoin de 3 ans pour aller au bout de mes chantiers, ça ne vous rappelle pas de mauvais souvenirs? On a vu ça avec Mamadou Tandja au Niger. Le mandat, c'est quand même 7 ans. Au bout de 3 ans, qu'est-ce qui se passe? Non, je vous dis, c'est pas comparable. Est-ce que pendant 12 ans, il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de ses chantiers? Non, je pense que tous les Sénégalais honnêtes, même y compris les gens de l'opposition, savent qu'Abdoulaye Wade a travaillé. Et Abdoulaye Wade a démarré... Mais s'il a travaillé, il a le droit d'aller se reposer maintenant. Ce serait son mérite d'aller se reposer. Abdoulaye Wade a commencé des chantiers extrêmement importants pour le bien-être des Sénégalais. C'est pourquoi il demande aujourd'hui aux Sénégalais de lui faire confiance pour terminer ces grands chantiers. En 3 ans. En 3 ans. En 3 ans et commencer d'autres chantiers. Il y a d'autres projets. Mais après, il aura besoin d'un supplément de mandat également. Si on lui accorde 3 ans aujourd'hui, au bout de 7 ans, il faudrait encore lui accorder peut-être 3, peut-être 4. Non, au bout de 7 ans, non. Je pense que c'est le dernier mandat du président Abdoulaye Wade. Il ne peut pas être candidat en 2019. Maintenant, ce qui est important dans ça, c'est qu'Abdoulaye Wade a commencé des chantiers qui sont visibles de tout le monde. Il demande aux Sénégalais de lui faire confiance pour continuer ses chantiers. Mais est-ce que les Sénégalais ne veulent pas simplement faire confiance au PDS, c'est-à-dire à un candidat du PDS qui pourrait ne pas être Abdoulaye Wade, pour aller au bout de ses chantiers? Quel candidat du PDS? Le PDS peut démocratiquement choisir un autre candidat. Nous sommes au deuxième tour. C'est Abdoulaye Wade qui est au deuxième tour. La question ne se pose plus. Et nous lui demandons aux Sénégalais de voter pour Abdoulaye Wade. Ils ont commencé la calomnie. Ils ont commencé au premier tour, ça n'a pas marché, en disant qu'Abdoulaye Wade veut confisquer le pouvoir. Vu le parcours d'Abdoulaye Wade, qui s'est battu pour la démocratie sénégalaise, pour s'est battu pour la démocratie même africaine. Comment tu vois Abdoulaye Wade confisquer le pouvoir? C'est aux Sénégalais de voter. Personne ne peut voir des élections au Sénégal. C'est terminé. Depuis 1998 jusqu'à nos jours, aucune élection n'a été contestée. D'accord. Depuis 1998 jusqu'au nos jours. Depuis 1998, j'ai dit, jusqu'à nos jours. C'est le contexte. Si on dit que les élections ont été voyées en 2007, Macky est responsable parce que Macky était le directeur de la campagne du président Abdoulaye Wade. Donc c'est à lui de répondre. Est-ce qu'en 2007, les élections se sont passées dans la transparence? Sous l'autorité de qui? Oui, c'est l'autorité. C'était le directeur de la campagne et le premier ministre du Sénégal. Je pense qu'il faut être un peu sérieux. Abdourahmane, oui. Je pense qu'il faut être un peu sérieux.
cette histoire de lui donner 3 ans pour finir ses travaux, je pense que Abdoulaye Wade ne respecte pas les Sénégalais. Il pense être supérieur aux Sénégalais, en fait. Il ne les considère pas. Si on regarde, par exemple, en 2000, tous les Sénégalais se sont mobilisés pour faire élire Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, c'est un paradoxe. Et là, tous les Sénégalais... Le candidat du SOPI. C'était le candidat du SOPI, mais sauf que le SOPI, l'alternance attendue n'était pas au rendez-vous. Non, elle s'est produite puisqu'il y a eu un changement. Oui, non, mais je veux dire, les Sénégalais espéraient. Oui. On pensait que le Sénégal allait devenir en fait un pays prospère avec Abdoulaye Wade. Mais c'était le contraire. Mais c'était le contraire. Donc, si on voit en 2007 que le Sénégal est un pays émergent et prospère, ça, ce sont les écrits de Macky. Sois un peu sérieux quand même. Attendez, ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça, mon frère. Qu'est-ce que Macky a dit ici? Abdoulaye Wade dit que le Sénégal est un pays émergent. En 2007. Abdoulaye Wade dit que le Sénégal est un pays émergent. Il a réussi. Apparemment, Macky Sall était d'accord avec lui il n'y a pas longtemps. Attendez, je suis mon raisonnement. Abdoulaye Wade dit que le Sénégal est un pays émergent. Il dit aussi que le Sénégal a réussi à la porte de l'émergence. À instaurer l'autosuffisance alimentaire. Si on regarde le Sénégal, dans les 3 mois à venir, mais on aura une crise alimentaire au Sénégal. On ne peut pas avoir de l'autosuffisance alimentaire dans un pays et avoir une crise alimentaire. Ce n'est pas possible. Abdoulaye Wade a dit beaucoup de choses sur le Sénégal qui ne sont pas vraies. Non, moi, ce que je dis... On n'a jamais dit qu'il y a une autosuffisance alimentaire. Abdoulaye Wade a dit, avec la Gouana, dans 3 ans, le Sénégal va atteindre une autosuffisance alimentaire. Abdoulaye Wade n'a jamais dit que le Sénégal est un pays émergent, mais Abdoulaye Wade a dit que le Sénégal est à la porte de l'émergence, comme l'a confirmé Macky Sall en 2007, en disant que le Sénégal est sur le chemin, à mi-chemin de l'émergence. Aujourd'hui, si réunit ça, ça pose problème. On ne peut pas être avec quelqu'un pendant 12 ans, pendant 8 ans, parmi les 12 ans, en disant qu'il n'a rien fait. Soyons honnêtes et sincères vis-à-vis des Sénégalais qui nous regardent. Justement, mais c'est là où tu te trompes. Si par exemple on regarde les grands travaux que tu parlais, c'était exécuté par qui? Par Macky Sall. Depuis qu'il est parti. Et un bon second. Il ne peut pas être premier. C'est un exécutant. Il ne peut pas. Depuis qu'il est parti, moi je suis d'accord que Macky est un bon second qui est là pour exécuter la vision du président Abdoulaye Wade, mais il n'a pas de vision. Mais depuis qu'il est parti, le président Wade n'a plus de vision. Justement, il était la vision du président Wade. Aujourd'hui, quel est votre pronostic? Je sais que vous êtes dans la coalition, mais quel est votre pronostic par rapport à ce second tour? Quels sont les thèmes sur lesquels les candidats feront la différence et surtout, comment est-ce que les choses pourront basculer? Cette abstention de 50%. Alors, moi, ce qu'il faut souligner aujourd'hui, au moment où on part et à la veille du second tour, les Sénégalais, depuis 12 ans, ont vécu un certain nombre d'événements, aussi bien socio-économiques que politiques. Aujourd'hui, chacun peut défendre son petit coin en disant voilà ce que j'ai fait comme bilan, etc., etc. Beaucoup d'entre nous disent que ce n'est pas parce qu'on n'a pas dit qu'Abdoulaye Wade n'a pas travaillé. Il a travaillé, mais un travail, il a fait des choses qui ne devaient pas le faire. Nous n'avons pas besoin de 40 milliards de francs CFA à mettre dans un statut pour dire que voilà, je suis le président de la République du Sénégal, alors que ces 40 milliards... Vous parlez du monument de la Renaissance. Du monument de la Renaissance. Alors que nous, les ruraux, on a besoin de routes, on a besoin de désenclavement, on a besoin des prix, la baisse des prix de denrées. Qu'il y a un bilan là-dessus concernant le président Wade, un projet également en termes de liaison. Le projet, il faudrait qu'on le mette maintenant en veilleuse pour parler de bilan. Et le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est qu'aujourd'hui, le panier de la ménagère aujourd'hui au niveau du Sénégal, tout le monde sait ce que c'est. On a les coupures, l'électricité, les problèmes de désenclavement, le problème de développement économique et social du Sénégal, l'éducation nationale du Sénégal. Tout ça font qu'aujourd'hui, qu'on dépense des milliards dans des ponts, dans des monuments ou dans d'autres choses au niveau de la corruption, des tunnels, etc. La préoccupation aujourd'hui... la préoccupation aujourd'hui des Sénégalais, c'est de dire que, dès le premier tour, on a fait sentir au président de la République, M. Abdoulaye Wade, que ce qu'il a fait, c'est le début de sanctions. Moi, je l'avais dit au niveau de France 24, on ne peut pas, un parti unique,
un seul parti gagner les élections parce que les Sénégalais ont eu une maturité politique telle que nous ne pouvons pas, avec un seul parti politique, gagner. D'où l'idée de coalition, etc. Aujourd'hui, les 40% ou les 50% qui restent, mais ce ne sont pas à la disposition d'Abdoulaye Wade. Il y a, voilà. Donc, ils sont à la disposition de tous les candidats, des deux candidats. On ne peut pas non plus... C'est à la disposition des deux candidats. À ce moment-là, c'est 40 plus les 34, il va gagner avec 74%, si j'ai bien compris. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Nous allons accueillir bientôt d'autres invités sur le plateau, mais je voulais demander à Pape, qui va probablement passer la main, quels sont selon vous aujourd'hui les thèmes qui devraient rentrer dans cette deuxième partie de campagne pour faire la différence entre les deux candidats? Je pense que les deux camps sont conscients du fait que ce n'est pas une addition de chiffres qui va permettre à un candidat de gagner. Et tout comme il est clair et net auprès de Maître Abdoulaye Wade que les 34% qu'il a eu, en souvenir du score de Diouf au premier tour en 2002, ça doit faire frissonner. En 2000, ça doit faire frissonner. En 2000, Diouf avait dépassé les 40%, 42% et avait malgré tout perdu au second tour du fait de la coalition. Cette coalition-là, de 2000, avait été assez dynamique et assez hardie pour pouvoir arriver à l'alternance. Aujourd'hui, il y a une tendance pour alterner l'alternance. Maintenant, les partis qui sont ensemble et qui forment cette coalition-là, j'ai espoir que les partis ont tiré la leçon du premier tour et savoir que c'était bien de manifester sur la place de l'Indépendance, c'était bien aussi, ou pour ne pas dire que c'était aussi meilleur, de descendre sur le terrain comme l'avait fait Macky Sall, comme l'avait fait également Moustapha Niasse, qui a été moins heureux du fait des incidents qui sont survenus lors de ces différentes caravanes. Ce que la population sénégalaise attend de ces leaders, c'est qu'ils prennent en charge les préoccupations des familles. Nous avons été fortement ébranlés par la crise énergétique. Pendant des années, le pouvoir d'achat des ménages a considérablement baissé du fait justement de ces coupures intempestives et des factures qui étaient relativement hautes. L'activité économique avait connu aussi un frein du fait de ce manque de fourniture d'énergie électrique à même donc de permettre à l'activité d'être soutenue et de se développer. Ce problème est sur le point d'être jugulé. J'espère que quel que soit le candidat qui sera là, en tout cas ces efforts seront poursuivis pour que le souvenir des délestages soit loin derrière nous. La préoccupation des familles, des pères de famille que nous sommes, c'est justement qu'on arrive à régler le problème du pouvoir d'achat des ménages et qui consiste donc à donner de l'emploi aux jeunes, à régler le problème des campagnes de commercialisation en milieu rural où les agriculteurs, une fois qu'ils ont fini de produire, ont du mal à rentrer dans leurs fonds et que celui que Maître Wade reste ou que Macky Sall arrive, lui succède. Voilà, ce que la population attend, c'est que le prochain président de la République prenne à bras le corps ce problème du pouvoir d'achat des ménages et soulage les populations sénégalaises. C'est le moment justement de regarder ce reportage que nos correspondants au Sénégal de l'agence APA ont tourné sur la perspective de ce second tour de la présidentielle. On entendra respectivement Abdoulaye Wade, Macky Sall et puis Moustapha Niasse sur les perspectives de ce second tour de la présidentielle. Nous sommes à Fatick, une ville de plus de 260 000 habitants située à environ 150 km de Dakar. C'est la ville de l'ancien Premier ministre Macky Sall, challenger du président Abdoulaye Wade au second tour de la présidentielle sénégalaise prévu le 25 mars. Il y a tenu un grand meeting de campagne pour le bonheur de ses partisans. Il est le personnalisé que Fatick n'a jamais eu. Personne n'a jamais connu Fatick durant les années passées. Maintenant, bon, Macky a amené Fatick là où on ne le connaissait pas. Le candidat Macky Sall a fait part lors de son meeting de vendredi tenu jusque tard dans la nuit de son souhait de gagner le scrutin avec 95% dans cette région. Il en a profité pour revenir sur la mauvaise passe dans laquelle se trouve le pays. Le pays connaît des difficultés majeures. L'insouciance des gouvernants est inversement proportionnelle à la gravité de la crise. Et c'est cela qui m'inquiète.
Mais je suis rassuré par le choix souverain, le choix irréversible du peuple sénégalais pour un changement au soir du 25 mars. Sûr de pouvoir gagner au second tour, Macky Sall a promis de mettre sur place après l'élection une structure chargée de gérer l'économie nationale. La lutte contre la pauvreté qui règne en maître dans cette région du Sénégal fait également partie de ses priorités. L'étape de Fatick a été surtout marquée par des prestations de nombreux artistes originaires de la région. Ils sont venus chanter les louanges de Macky Sall. C'était un reportage de Fernand Tonin, de l'agence APA, qui est basée à Dakar au Sénégal et qui nous a fourni ces images. Nous accueillons sur le plateau Mohamedou Dia, qui est à la fois journaliste et philosophe, prof de philosophie. Vous avez suivi les échanges que nous avons eus ici sur le plateau. Vous estimez que sur le plan philosophique aujourd'hui, le Sénégal reste un modèle en démocratie pour le continent africain? Oui, on a eu peur. Oui, et je m'en félicite parce que effectivement on avait eu peur parce que effectivement au sein, disons au niveau de l'entourage du président Abdoulaye Wade, il y avait des francs-tireurs qui ont essayé d'ailleurs jusqu'au bout, voilà, de voler les suffrages puisqu'ils voulaient annoncer une victoire au premier tour. Et malheureusement, donc, enfin, heureusement, on a pu déjouer donc, ce plan machiavélique. Et donc, finalement, la démocratie sénégalaise a effectivement triomphé. Et le premier tour a révélé une désaffection réelle, franche de la population vis-à-vis du candidat Abdoulaye Wade. S'il se félicite en disant qu'il a eu 34%, il faut aussi faire remarquer qu'il y a 65% et plus qui ont voté contre lui. Et ça, c'est quand même... Mais ça, c'est parce qu'il y a eu de bons candidats en face. Absolument. Il y a de bons candidats, comme Macky Sall qui est arrivé deuxième, mais aussi Moustapha Niasse qui est arrivé troisième, Ousmane Tanor Dieng qui est arrivé quatrième, et Idrissa Seck qui est arrivé cinquième. Et sans compter tous les autres qui ont eu Ibrahima Fall, Cheikh Bamba Dièye, un peu plus de 1%. Et tous ces candidats sont des hommes de qualité, et ils se sont retrouvés d'ailleurs de manière unanime, et c'est assez extraordinaire dans le cas du Sénégal de voir que toute l'opposition, mais sans exception aucune, tous les candidats, ils sont 13, donc 12 plus Macky Sall, et qui se retrouvent face à Abdoulaye Wade. Et je pense qu'il n'a aucune chance, mais vraiment aucune chance de gagner le 25 mars. La seule possibilité qu'il a est de frauder, et ce n'est pas possible. Demba Sané, on a beaucoup accusé Abdoulaye Wade pendant la pré-campagne, la campagne et maintenant aussi, de vouloir gagner pour son fils, de vouloir absolument placer son fils comme successeur monarchique à la tête du pays. C'est une analyse que vous partagez, c'est une crainte que vous avez eue? Non, moi je n'ai pas une crainte par rapport à ça. Et je pense que ce débat, c'est un débat qui ne devait pas être lié. Quand on connaît le parcours d'Abdoulaye Wade, on ne peut pas s'attendre qu'Abdoulaye Wade essaie de conquérir le pouvoir pour donner ça à son fils. Parce qu'il a essayé de l'imposer déjà à la mairie de Dakar, ce qui n'a pas marché. Il a un super ministère avec près de 25% du budget de l'État. On ne peut pas dire qu'il a essayé de l'imposer, parce qu'il faut comprendre aussi le fils du président Abdoulaye Wade, c'est un citoyen comme tout autre citoyen sénégalais qui a droit aussi à vouloir diriger une mairie ou bien une autre collectivité locale. Donc il s'est présenté, il a perdu ses élections, il les a acceptées. Maintenant, par rapport à dire que voilà, Abdoulaye Wade veut imposer son fils, non. Non. Ça n'a jamais été une idée du président Abdoulaye Wade. Mais maintenant, quand mais c'est une critique qui a été entendue. Ouais, mais vous l'avez entendu, vous aussi? Nous l'avons entendu, c'est l'opposition par toute manière. Ils ont le droit de critiquer, mais parfois aussi, il faut comprendre, c'est des critiques qui n'ont pas raison d'être. D'autant plus que, voilà, aujourd'hui, on a vu que Karim Wade s'est présenté aux élections locales, il les a perdus, il les a acceptés. Donc, ce n'est pas une question d'imposer son fils. Quelqu'un qui est passé par la voie démocratique, par la voie des urnes, pour pouvoir être élu dans une mairie, s'il les perd. Donc, ce n'est pas une imposition. D'accord. Depuis 2007, en fait, tout ce que Wade fait, je pense que ce soit au niveau de la Constitution ou que ce soit sur les sentiers, je pense qu'il y a une certaine descente aux enfers. Par exemple, il disait que c'était des critiques qui ne sont pas fondées. Mais c'est des critiques qui sont fondées. On a donné 5 postes ministériels à son fils. Il a dit que mon fils est le plus intelligent de tous les Sénégalais. Donc, un président qui dit ça et qui dit que donnez-moi 3 ans pour un mandat de 7 ans, ça conduit à quoi? Donc nous disons que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ça.
Je voulais rajouter une autre chose par rapport à la sérénité du deuxième tour. Macky n'a jamais dit qu'il a gagné. Macky a dit que le Sénégal est dans un tournant historique. Donc on doit saisir cette occasion. Dans l'un de ses meetings, il l'a dit. Hein. Là, ce n'est pas celui dans lequel il s'est exprimé en disant que c'était plié, mais il l'a dit. Il n'a jamais dit qu'il a gagné. Le président Macky n'a jamais dit qu'il a gagné. Ça, il l'a dit. Il a dit on ne va pas discuter là-dessus, mais c'est vrai que je l'ai entendu. Voilà. On l'a suivi dans les journaux. Il a dit qu'il va gagner. Voilà. Donc, continuons à mobiliser. C'est ça qu'il a demandé aux militants. Continuons à mobiliser pour gagner au soir du 25 mars 2012. Mon camarade Mohamed Dia, oui. Mohamed Dia l'a dit. C'est que Wade ne peut pas gagner au deuxième tour. Mathématiquement, Wade ne peut pas gagner au deuxième tour. Par contre, il va vouloir rester au pouvoir parce que connaissant le bonhomme, il va vouloir rester au pouvoir. Nous serons déterminés pour le déloger au niveau du palais. D'accord. Ça, c'est toute l'opposition et toute la société civile qui dit cela. Donc, s'il n'accepte pas le verdict des urnes, nous allons le déloger au niveau du palais. Ça, c'est clair. Mais est-ce que vous pensez que ça va être aussi facile que mathématiquement vous disiez que le président Wade a perdu, mais aujourd'hui, on doit attendre le résultat des urnes. Oui, rien ne peut être gagné ou perdu d'avance, ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs. C'est vrai, il y a beaucoup d'orateurs, d'hommes politiques qui disent qu'en politique, on ne parle pas de mathématiques, mais réellement, même si c'est dans des conditions comme ça au Sénégal, dans n'importe quel pays au monde. Vous vous souvenez de la Guinée également? Oui. Avec la Guinée, le professeur Alpha Condé qui est arrivé en second et qui... On a eu un certain nombre de choses. Ce n'est pas comparable par rapport au Sénégal d'aujourd'hui. Le Sénégal est en train de démontrer quelque chose où l'Afrique, toute l'Afrique entière est en train de regarder parce qu'à un moment donné, on dit, mais qu'est-ce qui est arrivé au Sénégal? On viole votre constitution. On se met en quart bloquant pour que 25% de l'électorat suffit pour gagner. Ça veut dire que si le mouvement du M23 était là, et que nous avons bloqué, si toutefois cette loi aurait été passée, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contestation possible. Abdoulaye Wade a gagné parce qu'il a plus de 25% du quart bloquant. Vous parlez de la loi sur le ticket unique. Le quart bloquant. Le mouvement qui a déclenché le M23, c'était ça. C'est-à-dire que le premier qui arrive en tête avec 25% de l'électorat, il a déjà gagné. Il n'y a plus de deuxième tour. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, Abdoulaye Wade ne demandera pas 2 ans ou 3 ans ou 7 ans. Il gagne facilement. Il aurait gagné. Moi, par rapport à ça, je ne suis pas d'accord avec mon grand frère Cheikhna Kamara quand il dit que la politique c'est mathématique. Non. Non, il a justement dit que ce n'est pas mathématique. D'accord, c'est pas mathématique. Mais aussi, il faut comprendre, aujourd'hui, rien n'est perdu. Et quand j'entends M. Koïta en train de déjà contester les résultats avant le 25 mars, donc ça m'inquiète. Quand il dit que si le président Abdoulaye Wade gagne, ils vont contester, ils vont le déloger. Non, attendons les résultats des urnes. Rien n'est gagné d'avance. J'ai l'impression que les membres de l'APR Yakar ils pensent que déjà tout est gagné. Alors que vous avez donné l'exemple partant de la Guinée-Conakry. On a vu au premier tour que c'est M. Cellou Dalein Diallo qui était sorti premier et Alpha Condé l'a devancé au second tour, alors que pour le cas du Sénégal, Abdoulaye Wade est toujours premier. Et quand les gens disent qu'Abdoulaye Wade reste toujours dans le cœur des Sénégalais, ce qu'il faut comprendre. Quand Abdoulaye Wade dit que j'ai besoin de 3 mandats, Abdoulaye Wade a besoin de 3 ans. Ça ferait 3 mandats. Excusez-moi, oui, 3 mandats. Abdoulaye Wade a besoin juste de 3 ans pour terminer ce chantier qu'il a commencé. Mais aujourd'hui, quand on regarde le Sénégal par rapport à 2000, on voit qu'Abdoulaye Wade est en train de faire quelque chose. Mais quand vous analysez les préoccupations qui étaient celles du M23 et bien avant lui, du mouvement Y en a marre, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la contestation était fondée quelque part en tant que jeune? Le mouvement Y en a marre, comment vous l'analysez? Un mouvement instrumentalisé? Non, par rapport à la contestation, moi, je gère la contestation de manière générale. Je vais donner une analyse générale. Par rapport à la contestation, il y a une contestation qui a été fondée. C'est votre regard de jeune qui m'intéresse. Oui, c'est un regard de jeune. Il y a des contestations qui ont leur raison d'être. Par rapport à la date du 23 juin, c'est le peuple sénégalais qui a contesté. Ce n'est ni les partis politiques, ni la société civile. C'est l'ensemble du peuple sénégalais qui est contre. Et Abdoulaye Wade a pris de la hauteur pour retirer, pour savoir que le peuple n'est pas d'accord sur cette loi. Et il a eu l'ingéniosité politique de retirer cette loi. Donc on est parfaitement d'accord, c'est une contestation logique. Mais par rapport à certaines contestations d'avance par rapport aux élections qui se profilent le 25 mars, je pense que ce n'est pas une contestation qui devait sortir d'un membre de la paire. D'autant plus que c'est un perdant. Il a peur.
Laissons les Sénégalais de choisir. Perdant, c'est un perdant, parce que je pense qu'il a peur. Pour revenir à la philosophie, justement, Abdoulaye Wade a foulé au pied la démocratie sénégalaise. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a été élu au deuxième tour et qui s'est mis à je ne sais même pas comment formuler ça. Remodeler la Constitution. Mais tellement de fois il a changé et rechangé, etc. pour vraiment la dénaturer à un moment donné et vouloir imposer un quart bloquant et se faire élire avec 25%. Ça, c'est pas imposé, il l'a proposé. C'est passé à l'Assemblée, il a perdu. Il voulait l'imposer, il a fallu la force pour l'en empêcher, parce qu'à l'Assemblée, il avait une majorité mécanique. Justement. Mais même dans son cas, il ne faisait pas l'unanimité. On l'a entendu également. Il ne pouvait pas faire l'unanimité, mais malheureusement, dans son cas, on trouve toujours des jeunes qui sont prêts à s'aplatir et à accepter certaines choses. Par exemple, comment un jeune peut, sur ce plateau, accepter le fait que Abdoulaye Wade dise que son fils est le plus intelligent, etc. Aucun autre chef d'État africain, aucun autre chef d'État sénégalais, je m'excuse, mais n'importe quel père pourrait le dire. Par rapport à ça, c'est le meilleur. Parce qu'on a dénaturer les propos du président Wade. Le président Wade n'a jamais dit que son fils est le plus intelligent du Sénégal. Non. Il a jamais dit. Il a dit que c'est un Sénégalais intelligent autant que les autres Sénégalais. Juste 2 petites minutes. Le président Abdoulaye Wade a dit que son fils est le plus intelligent. Là, moi, je suis pas d'accord. Juste 2 petites minutes. Juste 2 petites minutes pour se replonger. Monsieur Macky Sall, il a eu combien de ministères? Demba Sané. Il a eu combien de ministères? Je vous en prie. J'ai besoin de 2 petites. On va continuer. Pour revenir dans le débat, je voudrais remettre Je voudrais vous remettre dans le contexte de cette loi qui a été retirée à l'Assemblée nationale. C'est l'élément sur le retrait de la loi du 23 juin. Je vous invite à regarder le reportage. On revient et on en rediscutera. Très bien. Achever ses grands projets, c'est l'argument massu que le président sortant Abdoulaye Wade, candidat au second tour de la présidentielle sénégalaise, sert aux électeurs. Il demande à ces derniers de lui accorder un autre mandat pour terminer les chantiers qu'il a ouverts à travers le pays. Que ce soit avec les opérateurs économiques, les chefs religieux ou avec ses alliés reçus récemment au Palais de la République, Abdoulaye Wade tient le même discours concernant l'achèvement de ces chantiers. Nous, on est des gens sérieux et nous ne parlons pas en l'air. Nous parlons de... Dakar et ses quelques 3 millions d'habitants ont retrouvé un semblant de calme ce vendredi après la folle journée de jeudi. Une journée durant laquelle l'Assemblée nationale devrait voter le projet de loi instituant le ticket président et vice-président à la présidentielle de 2012. Et le calme est revenu grâce à cette phrase du ministre de la Justice, Cheikh Tidiane Sy. Le président m'a demandé de vous informer de ce qui suit. Il a pris bonne note des réactions des autres. Le président a reçu des messages de partout, singulièrement de nos chefs religieux. Et c'est fort de tout cela qu'il m'a chargé de retirer le projet de loi. Le projet de loi a été retiré in extremis, mais le Sénégal a frôlé la catastrophe. Des milliers de militants de l'opposition, essentiellement des jeunes déterminés, ont pris d'assaut l'Assemblée nationale pour crier leur colère contre le projet de loi. Pendant ce temps, dans l'hémicycle, ce projet de loi avait ses profondeurs tant dans l'opposition que parmi les députés de la majorité présidentielle. Wade est un tueur de numéro 2. De Farendiaï, Aboubacar Sall, passant par Ousmane Ngom, qui était parti après créer son parti, ancien numéro 2, de Idriss Seck, ancien numéro 2, Macky Sall, ancien numéro 2. C'est Wade même qui ne supporte pas un numéro 2. Et subitement, à la veille des élections, Wade devient le chantre du numéro 2. Même le PDS n'a plus de numéro 2. Et maintenant, lui qui a toujours été allergique au numéro 2, il doit avoir un numéro 2. Vous devez avoir peur. Donc il vise quelque chose. Des carcasses de véhicules calcinés et autres dégâts sont encore visibles à travers la ville, tandis que l'opposition et la société civile promettent de maintenir la pression sur le régime d'Abdoulaye Wade. Elles disent avoir d'autres revendications. D'accord, donc voilà, vous avez Wade tueur du numéro 2, hein, mais il n'a pas tué Macky Sall puisqu'ils vont se retrouver face à face au second tour. Oui, non mais Wade, en fait, Maître El Hadji Diouf a tout à fait raison. Wade n'aime pas, n'aime pas la confrontation, c'est-à-dire il n'aime pas quelqu'un qui prenne sa place. Donc c'est pour cela qu'il a fait partir Idrissa Seck, c'est pour cela qu'il a fait partir Macky Sall. Mais sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que ce n'est pas le fait de laisser partir Macky Sall qui va le laisser en toute tranquillité. Donc Macky Sall est revenu avec une force redoutable
Et je pense que cette force va se démontrer au soir du 25 mars 2012. Et si jamais vous perdiez au soir du 25, pardon. Moi, je dis tout simplement, au soir du 25, ce qui nous réconforte dans notre position est que nous continuons à mobiliser. On a dit qu'en fait, ce n'est pas arithmétique, ce n'est pas mathématique, mais le report de Wade n'a pas de report de voix. Wade va aller essayer de puiser dans le taux d'abstentionnisme. Ensuite, il va jouer sur la fraude. On n'en a pas parlé. Oui. Mais Wade a mis pas mal de systèmes, pas mal de fraude au niveau de ces élections. Ça, j'entends bien. Votre espoir, c'est qu'il tombe au soir du 25. Mais qu'est-ce qui se passerait si le 25 au soir, les résultats vous donnaient tort? Voilà. Si le résultat nous donnerait tort, nous, on accepterait. Nous sommes des démocrates. On a toujours été des démocrates. Mais le problème est que le système va s'écrouler dans 6 mois, d'ici le mois d'août, si Wade est reconduit. Pourquoi? Parce que en fait, les délestages vont recommencer au mois d'avril. Ça, c'est un premier élément. Tout à l'heure, j'ai parlé de... Pourquoi ça vous prendra? Parce qu'en fait, on a injecté 800 milliards dans le vide. Ça, malheureusement, on n'a pas assez de temps pour le développer. Non. Moi, j'aurais pu le dire au niveau de la Sénat. Il nous reste 5 minutes, oui. Voilà, donc ce qui fait que les délestages vont commencer au mois d'avril. J'ai parlé tout à l'heure de la crise alimentaire, donc il y a des poches de famine. Qui affectent d'autres pays également. Mais justement, si on regarde au niveau de la cartographie du Sénégal, on sait qu'en fait, au mois d'avril, il y aura des problèmes. Il n'y a que 33%. Tout à l'heure, je suivais une émission où le ministre nous expliquait que tout va bien, le Sénégal ne va pas connaître une crise alimentaire. Justement, puisque vous parlez de bilan, je vais inviter nos téléspectateurs, je vous invite également, vous qui êtes sur le plateau, à suivre ce reportage sur le bilan du président Abdoulaye Wade à la veille de ce second tour de présidentiel. Achever ses grands projets, c'est l'argument massu que le président sortant Abdoulaye Wade, candidat au second tour de la présidentielle sénégalaise, sert aux électeurs. Il demande à ces derniers de lui accorder un autre mandat pour terminer les chantiers qu'il a ouverts à travers le pays. Que ce soit avec les opérateurs économiques, les chefs religieux ou avec ses alliés reçus récemment au Palais de la République, Abdoulaye Wade tient le même discours concernant l'achèvement de ces chantiers. Nous, on est des gens sérieux et nous ne parlons pas en l'air. Nous parlons de quelque chose de précis. Voilà un projet commencé. L'autoroute là, on l'a commencé, ce n'est pas une fiction. L'autoroute doit aller à Thiès, doit aller à Mbour, et une partie va de l'aéroport à Dakar. Ce n'est pas une fiction. Et nous avons déjà le financement pour aller à Thiès et le financement pour aller à Mbour. Donc quand nous disons que nous voulons terminer ça, mais tout le monde comprendra que c'est possible. À l'actif du président sortant figure notamment la corniche rénovée de Dakar, l'autoroute à péage, le monument de la Renaissance, le Grand Théâtre ou encore l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Il a en projet le musée des civilisations noires, le musée d'art contemporain, la bibliothèque nationale, les archives nationales, entre autres. Ce sera le moment de conclure, malheureusement. Nous accueillons Tamsir Faye, qui est sur ce plateau le responsable des jeunes de l'APR. Tout à l'heure, nous le relevions, Macky Sall a été l'un des numéros 2 de Abdoulaye Wade. Est-ce que vous pensez que son héritage ne sera pas également un boulet pour lui, le fait d'avoir participé au gouvernement de Wade? Non, je ne pense pas. Je pense que Macky Sall assume parfaitement sa part de responsabilité dans le bilan de Wade, qui, somme toute, il faut le dire, n'est pas totalement négatif. Je pense que le président Abdoulaye Wade a eu à faire pas mal de réalisations au Sénégal par rapport à la situation d'avant. Je pense qu'il a fait des choses au Sénégal. Maintenant, sur ce qu'il expliquait, c'est que sur les 12 ans, il a fait nettement mieux que les 40 ans du Parti socialiste, par exemple. Non, je ne dirais pas les choses comme ça. Je ne dirais pas les choses comme ça. Je pense qu'il y a un volet notamment sur les infrastructures où il y a eu beaucoup d'investissements. D'ailleurs, ce qui pose problème à ce niveau, c'est les coûts des investissements. Je vous donne un exemple. Par exemple, un kilomètre de route sur la corniche qu'on a fait, si on voit les estimations selon les chiffres, c'est fait au Sénégal 6 milliards. 6 milliards. Et pour un kilomètre de route. Pour un kilomètre de route sur l'autoroute, sur la corniche de Dakar. Ouais. Et on prend la même distance. Au Maroc, on l'a fait à 800 millions. Et je pense que sur même l'autoroute à péage, j'ai vu la dernière fois les estimations, sur les appels d'offres, il y avait 120 milliards et au finish, le tronçon qui a été réalisé
a coûté 320 milliards. Et donc je pense qu'il y a eu une entreprise, même s'il y a eu réalisation effective, il y a eu une entreprise délibérée de la part des autorités de pomper les finances de l'État à travers ces emplois, ces projets-là. Et c'est ce qui, à mon sens, pose problème au niveau des réalisations du président Abdoulaye. Il y a aussi un problème d'opportunité. Je pense qu'au moment où nous sommes aujourd'hui, quand on nous dit les monuments de la Renaissance, alors qu'à quelques mètres des monuments de la Renaissance, où on a englouti 40 milliards, les gens sont dans des inondations, où les gens ne mangent pas à leur faim, je pense que ça... Mais ce monument va rapporter. C'est vrai que quand on a construit la Tour Eiffel également, il y a beaucoup de détracteurs. Hein. Quand on avait beaucoup de détracteurs de la Tour Eiffel, aujourd'hui c'est l'un des monuments les plus visités de la France. Certainement. Y compris même de l'Europe. Certainement, mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut redéfinir des ordres de priorité dans notre pays. Les autres pays. Il faut donner d'abord les gens de l'électricité, les gens de la nourriture, les gens de l'éducation, de la scolarisation pour pouvoir faire des dépenses somptueuses. Mohamed Oudia, aujourd'hui, ça va être le mot de la fin parce que nous allons faire le dernier tour de table, mais est-ce que vous pensez qu'à la fin, à l'issue de ce second tour du 25 mars, la classe politique sénégalaise sera pareille en cas de victoire ou de non-victoire d'Abdoulaye Wade? Non, mais moi, je suis convaincu que Abdoulaye Wade sera battu. Ça, c'est d'un. De deux, il faut que je termine quand même mon explication. Allez-y, il vous reste je vais aller très rapidement. Oui. La démocratie peut accoucher de régimes antidémocratiques. On a vu ça un peu avec Abdoulaye Wade. D'ailleurs, c'est son ministre de l'Intérieur actuel, Ousmane Ngom, qui disait que Abdoulaye Wade parle en démocrate et agit en autocrate. Et on peut, pour remettre plus loin, on peut se rappeler que Hitler avait été élu démocratiquement d'ailleurs. Donc cette tendance à devenir dictateur, mais ça peut arriver dans les régimes démocratiques. Et il faudrait que, justement, ce qui va se passer après la victoire de Macky Sall, que l'on finisse à jamais avec les monarques républicains. On ne veut pas de monarques républicains, on veut d'un président qui préside avec le respect de l'ensemble des pouvoirs qui se contrebalancent. Qu'il y ait ce que les Américains appellent check and balances, qu'il y ait donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui travaillent de manière équilibrée. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la recomposition donc, politique du Sénégal, elle sera nécessairement à l'ordre du jour, puisqu'il y a une nouvelle génération. Cette alternance sera d'une certaine façon aussi une alternance générationnelle, puisque c'est un cinquantenaire qui va arriver au pouvoir, un quinquagénaire plutôt, et donc il y aura un changement de génération, ça c'est une évidence. Quelle leçon le Parti socialiste va-t-il tirer, Ousmane Tanor Dieng et toutes ses troupes, quelle leçon vous tirez de cette élection au soir du 25 mars? Alors, au soir du 25 mars, comme Ousmane Tanor Dieng disait, nous sommes en train de faire campagne ensemble, avec l'ensemble de l'opposition. Si nous gagnons ensemble, nous allons gérer ensemble. Et si vous perdez ensemble? On perd ensemble, démocratiquement. Démocratiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la préoccupation des Sénégalais d'aujourd'hui, c'est de changer, comme il a dit, Mohamedou Dia. Changer le SOPI. Changer ce SOPI aujourd'hui, qu'il n'a plus de choses que le nom. C'est tout ce que les Sénégalais demandent. Je ne m'attends pas à ce que votre voisin de droite, M. Demba Sané, me dise que son candidat va perdre. Non, moi je ne pense pas que nous allons perdre les élections, d'autant plus que nous sommes très déterminés et aussi convaincus que nous allons remporter ces élections. Mais par rapport, il est important de revenir par rapport au Parti socialiste. Les élections, le premier tour a montré qu'au Sénégal aujourd'hui, c'est un parti qui est fini. Et aujourd'hui, la seule logique du Parti socialiste, c'est de conquérir le pouvoir par une autre façon. Parlons de parti. Non, laissez-moi terminer. Maintenant, il nous reste 10 secondes. Leur stratégie, c'est de s'allier à l'APR, qu'ils pensent qu'ils peuvent phagocyter ce parti pour pouvoir conquérir le pouvoir. Mais ils se trompent. Aujourd'hui, les Sénégalais ont montré qu'Abdoulaye Wade reste toujours dans leur cœur. Et par rapport au bilan que le bilan que vous avez montré, ça montre qu'Abdoulaye Wade a fait plus que 40 ans du Parti socialiste au pouvoir. D'accord. Mais grand merci à vous tous d'avoir participé. À vous, Demba... je me trompe dans mes feuilles, mais on va y arriver. Demba Sané, qui est responsable de la jeunesse du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Merci à messieurs Abderrahmane Koïta, à Pape Kabo, à Chirna Kamara, à Mohamedou Dia, à Tamsir Faye et à vous tous qui avez regardé cette émission. Merci à l'équipe technique, grâce à laquelle elle a été préparée et mise en ligne, et mise à l'antenne. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.